Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler, on va dire, de salaire. C'est peut-être la seule conférence du Web Today où on va parler argent, crypto-monnaie ou que sais-je. Mais en tout cas, on va parler salaire. Et l'idée, c'est de vous présenter le baromètre des salaires qu'on édite chaque année depuis 4 ans. Et donc, notamment sur le secteur du numérique et sur la partie Grand Ouest. Voilà. Donc, on a beaucoup hésité sur le titre, hein, êtes-vous bankable pour les informaticiens? On a longtemps hésité avec un autre titre, c'est le salaire de la peur. Aujourd'hui, il y a une grosse tension sur les salaires. On a vu l'évolution depuis déjà quelques années. Et donc voilà, le salaire de la peur me paraissait également intéressant, puisque aujourd'hui, est-ce que le marché va exploser? Est-ce qu'il va imploser? Est-ce que ça va se calmer? C'est toutes les réponses qu'on va essayer de se donner ensemble. Voilà. J'ai déjà commencé par me présenter. Hop, si ça fonctionne. Donc, je suis donc le CEO, comme on dit dans les startups, à savoir même fondateur. Donc, en fait, je suis simplement le dirigeant d'un cabinet de recrutement qui s'appelle Externatic et qui fait du recrutement sur le secteur du numérique. Voilà. Donc, j'ai pas mal d'attributs en commun avec Kojak, notamment cette partie aérodrome à mouche, mais on a quand même beaucoup de différences, notamment celle du fait que j'ai pu travailler pendant à peu près une dizaine d'années en ESN, en SS2I comme on dit, et puis ensuite j'ai créé ce cabinet de recrutement il y a à peu près 9 ans. Voilà, et je ne fais pas de sport. C'est juste pour la petite histoire. Donc de quoi on va parler aujourd'hui? On va démarrer déjà par faire un peu de teasing avant de vous donner, vous abreuver plein de chiffres. On va parler de l'évolution du marché. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années et quelle est la tendance? Voilà. On parlera peut-être des causes un peu de cette évolution. Et puis après, on va se poser une question un peu bête et méchante, mais est-ce que le salaire, c'est si important pour un informaticien, finalement? Et puis après, je vous abreuverai de chiffres avec les développeurs, les infrastructures, etc. Voilà, ça sera la grande idée. Donc première question, c'est où on va déjà en 2019. Je vous ai fait une petite timeline qui revisite un petit peu ce qu'on écrivait dans notre baromètre avec l'analyse depuis quelques années. Donc en 2015, on avait une tension sur certains profils. On commençait à voir poindre la tension. 2016, début de la pénurie. On commence à utiliser le mot pénurie. 2017, c'est là que ça commence à changer. On commence à parler d'accélération très notable de la pénurie des compétences. On commence à avoir la tension qui monte sévèrement. Et en 2018, on commence à parler de difficultés de recrutement. Et surtout d'inflation salariale, c'est le sujet du jour. Voilà. Alors on va se demander qu'est-ce qui s'est passé en 2019. Et je vais vous faire une breaking news, comme on dit. Le marché s'est totalement inversé. Voilà. Aujourd'hui, ce sont les candidats qui choisissent les employeurs dans l'informatique et pas l'inverse. Et donc, juste une anecdote pour vous raconter illustrer un peu cet élément. On a un de nos candidats qui a répondu à un de nos clients, une entreprise nantaise en l'occurrence, qu'en fait, merci pour votre proposition, mais je ne retiendrai pas votre candidature. C'est bien le candidat qui a répondu au client, et pas l'inverse. Voilà. Deuxième chose, mais je pense qu'on a quelques informaticiens dans la salle, d'après ce que j'ai cru comprendre tout à l'heure. En gros, on a à peu près mesuré, il y a 2 à 3 sollicitations par jour sur les LinkedIn. Voilà. Donc aujourd'hui, on a une vraie tension et le marché s'est complètement inversé. Et donc, juste une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que les candidats, donc vous les informaticiens, vous avez bien compris qu'il y avait une pénurie et que vous étiez bankable. Voilà. Donc j'ai mis un autre exemple qu'on voit de plus en plus, c'est des gens qui posent leur démission parce qu'ils savent que de toute façon, ils vont retrouver un travail. Alors on va se poser un petit peu la question de savoir, mais d'où ça vient tout ça? Pourquoi il y a une pénurie de compétences sur le marché? Donc voilà. Alors, il y a celles qui sont connues, je dis évidentes, qui sont vieilles comme le monde, on va dire maintenant. La digitalisation des entreprises, donc ça fait déjà quelques années. Et donc on a de nombreux projets, donc ça génère de nombreuses ressources nécessaires, de nombreuses compétences. Donc voilà, tout le monde digitalise, des fois à tort et à travers, mais on digitalise. Deuxième raison, pareil, qui est beaucoup plus vieille, c'est la désaffection des filières scientifiques. Globalement, nos chères têtes blondes qui passent le bac, il n'existera plus l'année prochaine, ont plutôt tendance à aller dans les écoles de commerce que d'aller dans des écoles d'ingénieurs. Donc on a de moins en moins de candidats à la sortie. La troisième raison, et le Web Today s'y prête bien, c'est l'explosion du monde des startups depuis quelques années. Les startups, c'est pas forcément le volume qu'ils prennent, c'est plutôt unitairement, ils prennent 4-5 développeurs, voire un peu plus pour certaines qui explosent, mais vu qu'il y en a un gros nombre, ça capte de la ressource et ça crée de la tension. Autre raison,
Autre raison également, qui sont un peu différentes, c'est est-ce que c'est une menace ou une opportunité, suivant comment on le voit. Il y a l'attractivité du territoire. Tout ça à l'ouest, c'est un petit jeu de mots, mais il y a beaucoup d'implantations d'entreprises, notamment parisiennes, voire internationales. Donc, pas forcément, elles s'installent et créent un centre informatique, et ça capte de la ressource et de la compétence. Néanmoins, c'est aussi une opportunité, et je remercie Nantes Saint-Nazaire Développement qui doit être dans la salle, je crois, puisqu'en fait, ça permet à Nantes, par exemple, de rayonner, à Bordeaux de rayonner, à Rennes de rayonner, et donc on arrive aussi à attirer des profils parisiens. Cette tendance à l'attractivité du territoire s'accélère puisqu'on a aussi un delta entre Paris et province en termes de rémunération. C'est aussi pour ça que les sociétés viennent s'installer dans la région, sur l'arc atlantique. Et voilà, à Paris, ça va encore plus vite en termes d'évolution salariale. Et la pénurie est encore plus forte. Autre raison, ce sont des nouveaux métiers, des métiers qui sont encore récents, mais on n'a pas forcément formé les gens. Les écoles, ils n'ont pas forcément fait des écoles de DevOps, des écoles de cloud. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut que les gens se forment et tout le monde veut passer sur des nouvelles technologies, mais on n'a pas forcément les compétences en face. Voilà. Et puis un signal faible, qui me paraît aussi intéressant, qu'il est important de souligner, c'est qu'aujourd'hui, il y a une tendance également qui est une des causes de la captation de la ressource et de la compétence informatique, c'est le développement du freelancing et du remote. Le freelancing, c'est le fait de passer indépendant. Donc voilà, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent je vais travailler en freelance plutôt que travailler en SS2I ou dans une entreprise finale. Et puis le remote, ça c'est le signal ultra faible, mais qui est en train de monter. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de faire travailler quelqu'un, par exemple pour une société parisienne, en télétravail à Nantes. L'avantage, c'est que parfois on conserve une partie du salaire. Voilà. Donc ça, c'est des gens aujourd'hui, des candidats qu'on rencontre et qui sont de plus en plus souvent, qui commencent à réfléchir à ce mode de travail. Donc tout ça, c'est les origines, on va dire, de la pénurie qu'on peut connaître aujourd'hui sur le marché. Alors, une question qui est intéressante, que j'ai trouvé intéressante de se poser, c'est le salaire, en fait, est-ce que c'est si important pour un informaticien ? Moi, j'en suis pas si certain que ça. Avant, en tout cas, ma mère, peut-être la vôtre, me disait il faut surtout prendre un bon salaire dans une société solide. Après, même si tu t'amuses pas vraiment, c'est pas grave, tu auras un bon salaire. Et puis, si c'est pas près de chez toi, tu prendras ta voiture. Tout ça, c'est en train de complètement changer. Et aujourd'hui, on arrive sur des choses qui sont complètement inversées. Les candidats dans le monde de l'informatique ont le choix. Ils ont le choix et du coup leurs critères se sont complètement retournés. Aujourd'hui, ce qui compte pour un ingénieur ou un développeur, quel qu'il soit, un informaticien, c'est le projet, c'est la technologie. Qu'est-ce que je vais faire ? Voilà. C'est également la localisation. Pour la petite anecdote, certains me disent moi je veux travailler que sur l'île de Nantes. Je parle de Nantes pour ceux qui connaissent, mais je veux travailler que sur la partie éléphant, pas trop sur la partie Beaulieu. Ils ont le choix, donc ils peuvent se permettre, vous pouvez vous permettre de choisir votre localisation. Des phénomènes aussi qui commencent à arriver, c'est l'adéquation vie pro, vie perso. Oui, je veux être RTT, je veux être capable d'aller faire du télétravail, voilà, ce genre de choses. Et puis des critères qui étaient auparavant souvent un peu vus comme des critères pour les idéalistes commencent à arriver. C'est la recherche de sens. Je veux travailler dans la santé, dans l'éducation, dans le développement durable, voilà tout ça. Et finalement, la rémunération et la solidité de l'entreprise, qui étaient des critères auparavant numéro 1, deviennent des critères presque subjectifs. Globalement, moi je me dis aujourd'hui, en tout cas c'est ma vision, que la rémunération, ça devient la cerise sur le gâteau. Je m'explique, c'est globalement les candidats informaticiens cherchent à d'abord remplir les premiers critères, et puis ensuite, une fois qu'ils sont remplis, il leur reste 2-3 propositions d'entreprise, et le salaire, c'est ce qui va peut-être faire la différence. Mais les premiers critères qui sont aujourd'hui remplis, ce sont des critères un peu de localisation, de projet. Voilà. Ils savent que de toute façon, si le projet ne les intéresse pas, ils vont retrouver ailleurs. Donc on va rentrer un peu dans le vif du sujet, donc avec le baromètre des développeurs. Donc, il y a sur ces baromètres que je vais vous présenter, donc la partie développement, la partie infrastructure, donc c'est tout ce qui est système, réseau, télécom, également tout ce qui est informatique industrielle et management de gestion de projet. Chacun des baromètres est influencé et porté par un phénomène de fond. Il y en a 4 catégories, 4 phénomènes de fond. Donc pour les développeurs, le phénomène, c'est la digitalisation, excusez-moi, qui met un petit peu la pression sur le marché. Donc, avant ça, quelques éléments, avant de faire un peu de teasing, léger, mais voilà. Vous avez ce baromètre qui est disponible ce matin sur notre site, sur la partie blog. Vous aurez la version complète. Voilà.
Et avant ça, je vais aussi vous expliquer les règles du jeu. Comment a été calculé un petit peu tout ce baromètre. Donc en gros, ça a été fait sur plus de 1300 candidats qui nous ont déclaré les salaires qu'ils avaient quand ils sont venus nous voir. Et on y a ajouté également tous les candidats qu'on a fait embaucher par nos clients. Et avec tout ça, on a essayé de mettre des gens dans des cases. Alors c'est pas facile comme exercice, puisque certains ont des doubles compétences, certains sont lead dev, d'autres dev, d'autres voilà. Donc on a essayé de faire cet exercice, donc il faut en garder une vision un peu macro. Ce n'est pas tout à fait exact pour chacun. Mais en tout cas, ça donne une grosse tendance. Donc qu'est-ce que ça intègre, ce baromètre? Pour expliquer les règles du jeu, c'est la rémunération fixe, ainsi que les primes sur objectif en KEuro brut par an. Par contre, ça n'intègre pas la participation intéressement, les astreintes, les considérations liées aux 35 heures. Si on commence à regarder toutes les entreprises, certains ont beaucoup d'RTT, d'autres pas. Certains sont aux 39 heures, d'autres pas. Voilà. Certains ont des avantages, d'autres pas. Donc voilà, donc on a essayé d'éliminer un peu tous ces parties-là pour faire quelque chose d'assez brutal, mais qui a le mérite de donner des grosses tendances. Voilà. Donc pour les développeurs, je ne peux pas vous faire tout le baromètre, sinon je vais vous abreuver de chiffres et de data inintéressantes. Je vais essayer de me concentrer un peu sur le 20-80. Le 20-80, ce sont les développeurs, les lead développeurs. Voilà, on est un peu dans cette dimension-là. Je ne sais pas si vous me voyez bien à ce niveau-là. Je vais peut-être donner ma zapette. Hop là. Donc, sur les développeurs, hop. Donc, ce que j'ai appelé les ressources de production expérimentées, ce sont globalement des gens qui ont au niveau Bac plus 4-5 et qui ont entre 1 et 10 ans d'expérience. Ce sont les ressources souvent les plus recherchées, parce que c'est classique. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous voyez, il y a des inflations. Alors, je n'ai pas précisé non plus qu'en rouge, vous avez l'augmentation 2018 versus 2019, et en orange, l'augmentation depuis 2016, donc sur les 3 dernières années. Donc vous remarquerez qu'on a quand même pas mal d'évolution, donc 12%, 11%. Donc c'est là-dessus que se fait l'attention, mais elle paraît presque faible. Mais en fait, ce qui se passe dans cette catégorie, c'est qu'on a un deuxième problème, c'est que les gens peuvent basculer dans une catégorie supérieure. Autrement dit, un développeur confirmé 3-6 ans va rapidement passer lead dev. Donc il va arriver dans la case du dessous. Donc l'inflation est encore plus forte en fait finalement pour ces ressources, ces compétences. Donc voilà, on a ce phénomène de basculement. Sur justement la digitalisation, hein, le phénomène de fond qui met un peu l'attention, on a une demande importante sur les profils d'encadrement et d'expertise. De plus en plus de projets, de plus en plus de nouvelles technologies, il faut des gens pour les encadrer. Et donc on a une forte demande sur ces parties-là. Donc l'ingénieur de développement, lui, peut sauter d'une catégorie, donc c'est 12% sur les 3 dernières années. Ça peut encore monter avec on va dire, le basculement en catégorie. Et donc vous voyez, les lead dev avec 3-6 ans, parce que c'est presque un minimum, c'est 8% l'année dernière et 18%. On a des chiffres qui sont assez conséquents. Alors qu'est-ce qui se passe? Derrière, finalement, les directions générales et les RH, les services RH ont des difficultés, on va dire, à maintenir une cohérence de grille. C'est difficile de recruter Paul à un certain salaire et qui sera plus important que Jacques qui est là dans la société depuis 2 ans. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait les directions générales et les services RH? Ils ont essayé de garder cette cohérence en essayant de maintenir la grille. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dégradé le niveau de qualification. Donc, notamment par le diplôme, en prenant des gens plutôt que j'ai appelés développeurs, donc c'est Bac plus 2-3, voilà, des licences pro, des gens qui ont ce genre de diplôme, et ou sinon des débutants, ingénieurs, donc vous voyez la catégorie en rouge en bas. Donc l'idée, c'est de maintenir la grille. Et donc on a eu une forte tension sur ces gens-là, puisque ayant du mal à trouver des candidats sur la partie ingénieur-développement un peu expérimenté, que j'ai appelé les ressources de production, on se retrouve avec, on se dit, on va maintenir la grille, on va essayer de garder des salaires cohérents, et on va basculer donc sur des plus jeunes. Donc c'est eux surtout qui ont profité finalement de cette tension. Voilà, aujourd'hui vous êtes débutant, vous avez plein de propositions partout, ce qui n'était pas le cas toujours à l'époque. J'ai mis quelques technos pour l'arc atlantique, hein, parce que c'est pas forcément vrai à Paris, qui sont un peu phares. Donc la techno JS, hein, donc JavaScript, la techno Java qui reste un grand classique, et puis le PHP Symfony qui commence également à fortement être sous tension. Voilà. Hop. Deuxième baromètre, alors des fois c'est un peu réverbatif, hein, c'est du tableau. Mais voilà. Donc là, il y a un deuxième phénomène qui est en train d'intervenir sur cette catégorie, c'est la cloudification.
Bon, ça se passe depuis déjà un petit moment, mais c'est en train de s'accélérer fortement et ça joue sur les salaires. Voilà. Donc je vais me concentrer essentiellement sur deux catégories dans cette grande catégorie. On va dire l'ingénieur infrastructure et cloud, DevOps orienté infra. Je peux rapidement rentrer dans le... Et le DevOps orienté études. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques et les différences là-dessus. Donc le cloud, c'est le fait d'envoyer ses applications, pas forcément sur un serveur physique à la maison, mais plutôt ailleurs. Mais je pense que tout le monde connaîtra un petit peu. Et le DevOps, c'est le fait d'automatiser, on va dire, le déploiement entre le développement et l'accès pour l'utilisateur une fois que vous êtes sur l'application. Donc, concentrez sur ces deux choses-là, parce que c'est les choses aujourd'hui qui sont les plus tendues. On a donc aujourd'hui une forte distorsion entre l'offre et la demande, aujourd'hui notamment sur les expérimentés, parce qu'aujourd'hui on n'a pas forcément de compétences. Il n'y a pas d'école qui forme aujourd'hui complètement au cloud, au DevOps, en tout cas, et les gens ne sont pas forcément tous sortis. Donc aujourd'hui ce sont les expérimentés, et donc les sachants, on va dire, qui commencent à être fortement cherchés sur le marché. Donc avec des augmentations, vous voyez, qui ne sont pas anodines, hein. On a du 11% sur un 6-10 ans en infra et un 10% sur une seule année. Et on a quand même du 18 sur 3 ans. La tendance est en train de s'accélérer. Donc voilà, c'est aujourd'hui un DevOps étude ou un DevOps infra. Franchement, il n'y en a pas beaucoup à être formé. Et quand on en a un, et un bon, il part assez vite. Conclusion, il se passe la même chose que sur les développeurs, à savoir, on essaie de se remettre plutôt vers des jeunes qu'on va former, qui vont monter en compétences. Donc on dégrade le niveau de qualification exigé, et donc on passe plutôt sur des jeunes diplômés ou des gens qui démarrent leur carrière. Avec quand même des belles progressions, vous voyez, 17% en l'espace de 3 ans pour un ingénieur infrastructure. Ce qui se passe aussi, c'est que globalement, c'est une tendance un peu de fond, les expérimentés qui ont déjà de l'expérience donc sur la partie infrastructure ou la partie, on va dire, automatisation en développement, commencent à basculer sur la partie cloud, DevOps, et les jeunes prennent leur place sur les tâches plus classiques côté infra. Donc c'est une tendance également de fond. Les petites technos du moment, donc DevOps, cloud. Un signal faible, cybersécurité, c'est des choses qu'on commence à voir arriver de plus en plus. Donc c'est une tendance, à mon avis, du marché plutôt pour 2020. J'essaye d'accélérer en vous parlant de management, management et gestion de projet. Donc là, le phénomène qui sous-tend l'évolution, c'est l'agilité qui est en train de se déployer de façon plus massive. C'est déjà le cas depuis un moment, mais ça s'accélère encore. Donc voilà. Donc il y a de plus en plus, on digitalise en plus, donc il y a de plus en plus de projets, mais donc ça demande de plus en plus d'encadrement, de management. Donc c'est les profils qui sont également, on va dire, sous tension. Donc je ne vous parle pas du product owner et tout ça, je vais essayer de me concentrer sur une partie, on va dire, Scrum Master. Juste avant, j'ai mis la tension s'accélère sur les profils non productifs. C'est un peu choquant, le non productif, mais voilà. Donc c'est les profils plutôt de management, on va appeler ça comme ça, même s'ils sont très productifs. Ça reste encore assez modéré en province, vu que les centres de décision ne sont pas forcément toujours ici. Et voilà, donc il y a moins d'élus, on est en haut de la pyramide. Voilà, donc je vais vous parler un peu du Scrum Master qui lui aussi, du fait de l'agilité, commence à être fortement demandé. Vous voyez, donc on a du plus 15, du plus 16, du plus 10 en l'espace de 3 ans. Et voilà, donc c'est l'agilité qui fait que ça crée ces nouveaux métiers. Et donc voilà, en plus le Scrum Master garde une rémunération relativement haute du fait que, en tout cas ici en province, ça reste un ancien, c'est souvent un ancien développeur. Voilà, donc il suit l'évolution également du développeur. L'agilité, QA, automatisation de test, et également de plus en plus de demandes sur le CTO, direction technique, dû à l'implantation de start-up ou de centres de développement. Voilà. L'informatique industrielle, le phénomène qui sous-tend la chose, eh ben, ça reste, on va dire, l'IoT, l'objet connecté. Pendant longtemps, l'électronique, l'informatique industrielle a été un peu envoyée en Chine, avec de moins en moins de centres R&D. Et donc aujourd'hui, tout ça, l'IoT, on le fait à la maison avec des montres connectées, des objets connectés divers et variés. Et donc tout ça, ça relance un peu le marché. Donc il y a peu de tension sur le hardware, j'accélère un petit peu, voilà, et plutôt sur la tension sur des expérimentés, puisque c'est un métier qui nécessite de l'expérience. Voilà. Et puis sur le logiciel, c'est la primo-productif, donc ça reste comme pour le web. Voilà, donc je passe rapidement. En tout cas, je suis arrivé à mon temps de parole. Merci beaucoup à tous de m'avoir écouté. J'aurais bien aimé vous dire que j'étais disponible sur le stand d'Externatic, mais ça ne sera pas le cas vu la tempête. Voilà. Après, je serai disponible dans les allées à boire des cafés. Merci à tous en tout cas.